Chronique d'un lundi explosif. Partie 1. La jeunesse du chaos. Chapitre 1. L'ordinaire et son venin. Le lundi matin, dans les bureaux de la COGIP, Compagnie générale d'import-export de Petits Fours, avait une odeur. Ce n'était pas le parfum stimulant du café fraîchement torréfié, ni celui, plein de promesses, d'une semaine nouvelle. Non. Le lundi à la COGIP sentait le plastique tiède de la machine à café, le désinfectant au pan des landes utilisé avec une parcimonie coupable par le service de nettoyage et, par-dessus tout, le désespoir feutré de 50 âmes condamnées à une nouvelle semaine de servitude volontaire. C'était autour de ce totem fumant et capricieux, la machine à café, que se jouait chaque jour le premier acte de la comédie humaine de l'entreprise. Jean-Claude Convenant, commercial senior et philosophe de comptoir, contemplait le gobelet en plastique qui se remplissait d'un liquide noir et douteux avec la méfiance d'un démineur face à un colis suspect. À 40 ans passés, Jean-Claude avait atteint ce stade de sagesse professionnelle où l'on sait que le travail n'est qu'une longue et fastidieuse parenthèse entre deux week-ends. Son visage, buriné non par le soleil des tropiques qu'il prétendait avoir connu, mais par des années de rictus sarcastique face aux absurdités managériales, affichait une lassitude olympienne. « Tu sais ce qu'on est, nous? » lança-t-il à Hervé Dumont qui attendait son tour avec la patience d'un bœuf allant à l'abattoir. Hervé, délégué syndical par conviction et angoissé par nature, cligna des yeux derrière ses lunettes à monture d'écaille. Des salariés? Pire, des esclaves, Hervé. Des esclaves des temps modernes. Ceux d'avant, au moins, ils avaient des chaînes aux pieds, des maîtres identifiables. Ils avaient la révolte comme horizon. Nous, on est des bouffeurs de merde dans l'espace. Rien de plus. On touche nos salaires de merde, tout ça, pour payer le loyer, la bouffe et les vacances au camping des Flots Bleus. Hervé grimaça. Le mot camping lui rappelait son propre week-end, passé à tenter de monter une tente 2 secondes qui, par un défi aux lois de la physique et de la logique, avait mis 3 heures à se déplier. T'as un coup de blues, Jean-Claude? Non, une prise de conscience. J'ai emmené les gosses visiter un élevage de poulets en batterie. Tu sors de là, t'es content de ton sort, crois-moi. La semaine prochaine, on a prévu une petite sortie dans une déchetterie. On va faire un pique-nique. Tu passes? Hervé secoua la tête, un frisson de pitié le parcourant. La vie de Jean-Claude était un poème de la banalité suburbaine, une ode à la classe moyenne dont les rêves s'étaient dissous dans les crédits immobiliers et les RTT posés pour aller chez le dentiste. Hervé, lui, se voyait différemment. Il se rêvait en Zola du tertiaire, en chroniqueur des petites misères du boulot, mais sa prose se limitait pour l'instant à des notes de service particulièrement alambiquées et à des tracts syndicaux que personne ne lisait. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Sylvain Mueller, le comptable. Sylvain était un cas d'étude à lui seul. Il se déplaçait avec une raideur d'automate, ses yeux clairs fixés sur un point invisible à 2 mètres devant lui, comme s'il calculait en permanence la trajectoire optimale pour éviter les interactions humaines imprévues. Il tenait dans ses mains un objet étrange, une sorte de boîte métallique hérissée de fils et surmontée d'un minuteur de cuisine. « Bonjour », dit-il sans la moindre inflexion dans la voix. Jean-Claude et Hervé échangèrent un regard qui oscillait entre l'inquiétude et une lassitude amusée. Les inventions de Sylvain étaient une source de chaos récurrente. La semaine précédente, il avait tenté de mettre au point un cake électronique qui avait fini par faire disjoncter tout l'étage. « Qu'est-ce que tu nous as encore inventé aujourd'hui » demanda Jean-Claude. « Le micro-ondes extra plat ?»« Monsieur, ne rigolez pas, » répondit Sylvain avec le plus grand sérieux. « Vous avez devant vous un modèle unique. »« Ah ouais, c'est clair. »« T'es unique au monde, toi, » ricana Jean-Claude. « Non, non, » corrigea Sylvain, imperturbable. « Internet. Plans, matériaux, tout a été fourni par le web. C'est à la portée d'un enfant. Je l'ai juste construit pour voir si c'était possible. Eh bien, ça l'est. » Il posa délicatement l'objet sur la petite table à côté de la machine à café. La chose émit un léger tic-tac, celui du minuteur. « Et c'est quoi, exactement ?» demanda Hervé, la voix tremblante. Sylvain ajusta ses lunettes. « Ceci est un engin détonnant programmable. » Le silence qui suivit fut si dense qu'on aurait pu y découper des tranches. Les mots engins détonnants flottaient dans l'air, lourds de menaces absurdes. « Une bombe, en gros, traduisit Jean-Claude. Blême. »« En théorie, oui, » confirma Sylvain. « Mais je l'ai bourré de poudre de cacao. Dieu merci, je n'ai pas trouvé de poudre à canon. Si jamais elle explose, c'est bon pour refaire toutes les peintures. » Chapitre 2. L'art du désamorçage en milieu hostile.
La panique, lorsqu'elle s'empare d'un espace de bureau, a une dynamique qui lui est propre. Elle n'est pas franche et explosive, mais sournoise et chuchotée. Elle se propage de bureau en bureau, portée par des regards effarés et des apartés angoissés près de la photocopieuse. En l'espace de 30 secondes, la nouvelle s'était répandue. Sylvain avait apporté une bombe. Jean-Claude et Hervé étaient pétrifiés devant l'objet. Le tic-tac du minuteur semblait s'accélérer, chaque seconde martelant leur tympan comme un arrêt de mort. « Bon, alors je résume, dit Jean-Claude en tentant de garder un semblant de contrôle. Tu fabriques une bombe artisanale pour de rire. Tu la mets en marche. Et tu viens nous faire chier avec, là. Pourquoi tu fais pas ça dans ton garage, tranquillement, le dimanche? J'ai besoin qu'on me la tienne, expliqua Sylvain avec une logique désarmante. Pour la désamorcer, il faut passer par en dessous, et je ne peux pas la retourner. Mais moi, je ne suis pas démineur, s'écria Hervé. Je suis délégué syndical. Mon rôle est de protéger les salariés, pas de les faire sauter. Reste calme, Hervé, dit Jean-Claude, bien qu'il fût lui-même au bord de l'apoplexie. Théoriquement, ça ne peut pas péter avant 53 minutes. Théoriquement, j'ai mis Hervé. C'est le théoriquement qui m'inquiète. La situation était un chef-d'œuvre d'absurdité. 3 hommes en costume cravate, dans une salle de pause aseptisée, contemplant une bombe au cacao. C'était une métaphore parfaite de leur existence. Une menace constante mais dérisoire, une tension palpable mais ridicule. On a mis nos empreintes partout, réalisa soudain Jean-Claude. On l'a touché. Si ça pète, on est complice. Ça ne craint rien. Je vous dis, répéta Sylvain, agacé par leur manque de rigueur scientifique. C'est à ce moment que Philippe, le graphiste, fit son entrée. Philippe était l'observateur sarcastique du groupe, un homme dont l'homosexualité assumée lui conférait une sorte d'immunité diplomatique face à la folie ambiante. Alors les filles, on joue à la guerre, lança-t-il avant de voir l'engin. Oh, c'est nouveau ça. C'est une bombe, expliqua Hervé d'une voix blanche. Ah, et on attend quoi? L'heure du goûter? Il faut la désamorcer, dit Jean-Claude. Et pour ça, il faut la tenir en l'air. Une séance de désamorçage improvisée s'ensuivit, qui aurait fait honte aux plus incompétents des artificiers. Hervé, tremblant de tous ses membres, tenait la bombe à bout de bras, tandis que Sylvain, allongé par terre, tentait de dévisser une plaque avec une petite cuillère à café. Jean-Claude, lui, donnait des ordres contradictoires, se sentant investi d'une mission héroïque. Le fil rouge sur le bouton rouge, non le fil vert. Ta gueule, Hervé, je me concentre. Mais il n'y a pas de fils, Jean-Claude, c'est un minuteur de cuisine. Dites ta gueule, supplia Philippe, qui filmait la scène avec son téléphone, sentant qu'il tenait là un futur classique du bêtisier de l'entreprise. Le minuteur affichait maintenant 10 secondes. La tension était à son comble. Hervé ferma les yeux, récitant une prière laïque à la gloire de la convention collective. Jean-Claude se protégea le visage avec une brochure sur les plans d'épargne retraite. Seul, R, I, Dring, le son strident et ridicule de la sonnerie du minuteur retentit, suivi d'un silence assourdissant. Rien n'avait explosé. Sylvain se releva, époussetant son pantalon. « Les gars, vous allez rire et vous allez me détester, mais j'avais pas branché l'amorce. Ça ne pouvait pas péter. » Un long moment de stupeur s'écoula. Puis Jean-Claude, dans un élan de soulagement et de fureur, se jeta sur Sylvain, non pour le frapper, mais pour l'étreindre. « T'es le plus grand con que la terre ait porté, sanglota-t-il. Mais je t'aime, putain. » La crise était passée. Le lundi pouvait vraiment commencer. Partie 2. Déjeuner d'affaires et naufrages personnels. Chapitre 3. L'affaire Mouflard. Le traumatisme de la bombe au cacao s'était à peine dissipé que Jean-Claude, toujours soucieux de réaffirmer son statut de mâle dominant et d'homme d'affaires influent, se lança dans une nouvelle entreprise périlleuse. Inviter Jean-Guy Lecointre, le boss, à déjeuner. Mais pas n'importe où. Chez Mouflard, le restaurant le plus cher et le plus prétentieux de la ville, un endroit où le prix d'une entrée équivalait au SMIC hebdomadaire. « J'ai réservé une table », annonça-t-il fièrement Hervé. « Chez Mouflard » s'étonna Hervé. « Mais t'es malade, c'est excessivement cher. T'as un truc à te faire pardonner ou quoi? »« Non, mentit Jean-Claude. C'est moi qui invite, c'est pas la boîte. Si jamais il veut passer la note de frais, je veux passer pour un baltringue. » La vérité, bien sûr, était tout autre. Jean-Claude n'avait pas réservé. Il comptait sur son bagou et un coup de bluff pour obtenir une table, persuadé que son charisme naturel suffirait à ouvrir les portes les plus fermées. C'était sa stratégie de vie, foncer tête baissée en espérant que les murs s'écartent. Le moment venu,
il se présenta devant le bureau de Jean-Guy avec un aplomb magnifique. « Jean-Guy, nous avons un petit problème pour ce midi. J'ai appelé tout à l'heure avec mon portable chez Mouflard pour confirmer, et ils ont oublié de réserver la table. Maintenant, c'est complet. C'était un mensonge préventif, une tentative de se dédouaner avant même d'avoir échoué. » Jean-Guy, un homme dont le sourire carnassier dissimulait une âme de prédateur, le regarda avec un amusement non dissimulé. « Ah ouais, mais ça, c'est... Non, c'est pas grave, dit-il d'un ton faussement magnanime. C'est des choses qui arrivent. Allons déjeuner ailleurs. » Jean-Claude, soulagé, crut s'en être tiré. Mais Jean-Guy n'avait pas fini. « Par contre, vous me décevez un peu, Jean-Claude, moi on va avoir une table. Le patron est un ami. C'est l'affaire de 15 secondes. » Il décrocha son téléphone et, devant un Jean-Claude médusé, obtint une table en quelques mots mielleux. Le piège s'était refermé. Non seulement Jean-Claude allait devoir payer une fortune, mais il venait de passer pour un amateur incompétent. Le déjeuner fut une torture. Jean-Claude voyait son compte en banque fondre à chaque plat commandé par Jean-Guy, qui semblait prendre un malin plaisir à choisir les mets les plus onéreux. Le homard bleu, le caviar, le château pétru, la note grimpait à une vitesse vertigineuse. « Alors, ce déjeuner chez Mouflard ?» lui demanda Hervé à son retour. « C'était cher, très cher, très très cher. »« Tout est passé chez Mouflard, » gémit Jean-Claude. « Ma fierté, mes économies et probablement l'héritage des gosses. »« Comment tu vas faire? »« Bah, ils vont continuer à dormir dans le camping-car. Ça leur forgera le caractère. » Chapitre 4. Le portable et la plongée. L'humiliation de Jean-Claude n'était pas terminée. Jean-Guy, en fin de repas, avait demandé à voir le numéro que Jean-Claude avait prétendument appelé pour la réservation. Pris de panique, Jean-Claude avait inventé une nouvelle excuse. « Je l'ai perdu, mon portable », avait-il balbutié. Cette excuse, déjà faible, devint catastrophique lorsque Hervé, avec la loyauté maladroite qui le caractérisait, tenta de l'aider. « Mais non, tu ne l'as pas perdu, » dit-il innocemment. « Tu l'as fait tomber dans les toilettes tout à l'heure, en tirant la chasse. » Plouf! Le regard que Jean-Guy posa sur Jean-Claude était un mélange de pitié et de dégoût. « Ah, eh bien, il ne faut pas laisser les toilettes bouchées, » dit-il. « On ne va quand même pas faire venir un plombier, ça nous coûterait une fortune. Vous ne pourriez pas passer une petite main, Jean-Claude? » Et c'est ainsi que Jean-Claude Convenant, commercial ambitieux et homme du monde, se retrouva à quatre pattes, le bras plongé jusqu'à l'épaule dans la cuvette des toilettes du restaurant le plus chic de la ville, à la recherche d'un téléphone qu'il n'avait jamais perdu, sous le regard amusé de son patron. Il finit par récupérer son portefeuille, qu'il avait accidentellement laissé tomber en même temps. « On peut dire que c'est votre jour de chance », lui lança Jean-Guy en sortant. « Bon appétit, Jean-Claude. » Ce jour-là, Jean-Claude apprit une leçon essentielle sur le monde de l'entreprise. L'humiliation est une échelle sociale. Et il venait de descendre plusieurs barreaux d'un coup. Partie 3. Manœuvre et malentendus. Chapitre 5. Le conseil empoisonné. Le lendemain, l'ambiance était à la paranoïa. La Cogip attendait un nouveau candidat pour un poste de commercial. Jean-Claude et Hervé, postés comme des sentinelles près de la machine à café, virent arriver un jeune homme à l'air ambitieux et légèrement stressé. Une idée germa immédiatement dans l'esprit tordu de Jean-Claude. Une petite expérience de psychologie managériale. « Si je peux vous donner un conseil, » dit-il au jeune homme d'un air conspirateur, « le boss, Jean-Guy, il faut jamais chercher à l'esquiver. Toujours le prendre de face. C'est un mec qui adore les rapports de force. S'il vous agresse, vous lui rentrez dedans tout de suite. Comme ça, il saura que vous avez du caractère. Et là, il vous respectera. » Le jeune homme, avide de conseils d'initié, but ses paroles. À peine Jean-Claude avait-il tourné les talons qu'Hervé s'approcha du candidat. « Surtout, n'écoutez pas ce qu'on vient de vous dire, » murmura-t-il. « Jean-Guy, il faut savoir comment le prendre. Si vous ne l'esquivez pas, vous allez droit dans le mur. Ne cherchez jamais à lui tenir tête. Avec lui, il faut jouer la carte de la soumission. Jamais de conflit direct. Sinon, il va vous laminer. C'est un pur scorpion. » Le candidat, complètement déboussolé, regardait alternativement Jean-Claude et Hervé, son cerveau tentant de réconcilier deux stratégies diamétralement opposées. Il finit par opter pour une sorte de synthèse absurde. Lorsque Jean-Guy Lecointre le reçut, il se passa une scène surréaliste. « Vous êtes en retard », aboya Jean-Guy pour le tester. Le candidat, se souvenant du conseil de Jean-Claude, décida de rentrer dedans. « Et vous, vous avez une cravate ridicule », rétorqua-t-il. Puis, se rappelant l'avertissement d'Hervé, il tenta de jouer la soumission. Mais qui, je dois le dire, met admirablement en valeur votre volonté farouche de collaborer avec le meilleur des mondes.
Jean-Guy le regarda, interloqué, avant de hurler. « Dehors !» « C'est le troisième qu'il vire en un mois, » commenta Jean-Claude en sirotant son café. « Il est vraiment trop exigeant, ce Jean-Guy. » Chapitre 6. Le retour du taciturne. La journée était déjà riche en émotions, mais le pire était à venir. Une silhouette familière, mais que personne n'avait vue depuis 5 ans, apparut dans le couloir. C'était le taciturne, un ancien collègue licencié pour incompatibilité d'humeur et qui, depuis, avait sombré dans la dépression et le chômage. Il s'approcha de Jean-Claude et Hervé, le visage gris, les yeux vides. « Salut », dit-il d'une voix monocorde. Un malaise s'installa. On ne savait que dire à un fantôme. « Ça fait 5 ans », dit Jean-Claude pour meubler le silence. « 5 ans déjà », confirma le taciturne. « J'ai été au chômage pendant 10 à 8 mois, puis le RMI 1 an, puis l'allocation solidarité, puis plus rien. » Il sortit une petite boîte de sa poche. « Je vais crever ici », annonça-t-il. « Ça va bien faire chier la direction. » Sur ces mots, il avala le contenu de la boîte, une poignée de gélules, et s'effondra sur le sol. Jean-Claude et Hervé le regardèrent, pétrifiés. « Tu crois qu'il déconne, là ?» demanda Jean-Claude. « Mais non, je ne déconne pas, » râla le taciturne depuis le sol. « Je le connais. » Une discussion absurde s'engagea sur la meilleure façon de procéder. Fallait-il appeler les secours? Le laisser mourir pour faire chier la direction? « Attends, il a recraché toutes ses gélules, » constata Hervé en se penchant. « Il y en a une qui est restée coincée, là. » Dans un geste héroïque et dégoûtant, Jean-Claude plongea 2 doigts dans la gorge du taciturne et en retira la gélule récalcitrante. « Il est sauvé !» s'exclama Hervé. « Sauvé, sauvé !» médita Jean-Claude. « Qu'est-ce qu'il va faire, ce mec-là, quand il va se réveiller? Il va monter dans sa bagnole, il va prendre l'autoroute à contresens, et puis il va tuer une famille d'innocents. C'est une image. » Après un bref débat éthique, ils prirent une décision. « T'as raison, allez, on va lui renfourner la ratatouille de Valium. » Avec le soin d'un chef pâtissier décorant un gâteau, ils remirent délicatement les gélules dans la bouche du taciturne, avant de l'installer confortablement sur un canapé, une note « Ne pas déranger » posée sur son torse. La solidarité à la COGIP prenait des formes inattendues. Partie 4. Crise existentielle et grève fantôme. Chapitre 7. La dépression de Maëva. Le milieu de semaine fut marqué par une vague de mélancolie qui s'abattit sur Maëva, la secrétaire de direction, une femme habituellement forte et cynique. Elle arriva un matin, le regard vide, et déclara à qui voulait l'entendre. « Tout ce que je touche devient moche, les plantes fanent, les poissons vomissent. C'est sûr que si j'embrassais un mec, il perdrait ses dents. » Fred, un jeune commercial plein de bonne volonté mais dépourvu de toute finesse psychologique, décida de lui remonter le moral. Sa méthode, les blagues. Des blagues d'une nullité si abyssale qu'elles en devenaient presque une forme d'art. « J'ai LA blague pour toi, » dit-il à Maëva. « Quelle est la différence entre un cunnilingus et un chalet suisse? » Maëva le foudroya du regard. « Fred, d'habitude, je fais comme tout le monde. Je fais semblant de rire un petit peu pour te faire plaisir. Mais alors aujourd'hui, c'est vraiment inefficace. » Vexé, Fred s'en alla bouder. Maëva, encore plus déprimée, se tourna vers Philippe. « Pourquoi tu t'acharnes sur moi? » lui lança Tay. « C'est ma faute à moi si ta vie ressemble à un chalet suisse avec vue sur un parking désert. » La journée se poursuivit sur ce mode, chaque tentative de réconfort s'enfonçant un peu plus dans le ridicule. Le soir, Hervé retrouva Maëva debout sur la cuvette des toilettes, une corde improvisée avec des rouleaux de papier toilette à la main. « Maëva, tout le monde est parti depuis 2 heures, dit-il doucement. Alors tu ne vas pas te pendre. Tu vas descendre gentiment de la cuvette et je vais t'aider à vomir ton canard laqué. » Tes cordes? La crise existentielle, à la COGIP, se réglait souvent par des solutions pragmatiques et digestives. Chapitre 8. La grève surprise. Hervé, en tant que délégué syndical, sentait bien que le moral des troupes était au plus bas. Il décida qu'il était temps d'une action forte, d'un geste symbolique pour ressouder le personnel. Une grève. Mais pas n'importe quelle grève. Une grève surprise. « Je peux t'organiser une petite grève surprise pour la semaine prochaine », proposa-t-il à Jean-Claude. L'idée fut accueillie avec un enthousiasme modéré. Le principal problème fut de fixer une date. « Lundi, c'est bien », proposa Jean-Claude. « Ça rallongerait le week-end. »« Non, lundi, j'ai rendez-vous chez le dentiste », objecta Carole du service compta. « Mercredi alors », suggéra Hervé. « C'est le jour des enfants. »« Non, mercredi, c'est le jour des commandes », dit Jean-Claude. « Ça toucherait bien la direction. »« Non, mercredi, c'est la pleine lune, » intervint Maëva. « Il y a plein d'énergie négative. »
Après d'interminables négociations, la date fut repoussée de jour en jour. Lundi était impossible, mardi aussi. Mercredi, c'était les enfants. Jeudi, les expéditions. Vendredi, c'était presque le week-end. Dimanche, finit par trancher Hervé à bout d'arguments, tout le petit personnel viendra ici débrayer et ça va vraiment faire chier la direction, croyez-moi. La lutte syndicale demande certains renoncements. Le dimanche venu, Hervé se retrouva seul dans les bureaux déserts de la Cogip, brandissant une pancarte non à l'exploitation, devant la machine à café éteinte. En fait, pourquoi on fait grève déjà? Se demanda-t-il à voix haute. Oh, ben, la grève, il pourra se la faire tout seul, le boss. Ça va bien le faire chier, ça. Il passa le reste de la journée à jouer au solitaire sur son ordinateur, se sentant l'âme d'un Jean Moulin du monde du travail. Partie 5. Le dénouement et l'éternel recommencement. Chapitre 9. Le politicien et la main contaminée. La fin de semaine fut marquée par la visite d'un homme politique, un certain Thomas Saint, venu rencontrer discrètement le patron. Jeanne, qui l'avait aperçu, était persuadée de le reconnaître. « C'est un facho d'extrême droite », s'indigna-t-elle. « Le président qui finance la campagne de ce gros porc, avec l'argent de la boîte. » Hervé, dont les convictions de gauche étaient le principal pilier de son identité, fut horrifié. Il jura que s'il croisait ce facho, il lui ferait regretter sa visite. Quelques minutes plus tard, l'homme politique sortit du bureau du patron et se dirigea vers la machine à café. Hervé, voyant rouge, s'approcha de lui, la main tendue. « Monsieur, dit-il d'une voix glaciale, je tenais à vous serrer la main. » Il lui broya la main avec toute la force de son indignation. L'homme politique, surpris, sourit et repartit. « Tu vois ça? » dit fièrement Hervé à Jeanne. « Je lui ai bien montré ce que je pensais de ses idées nauséabondes. » C'est alors que Jean-Claude arriva. « Hervé était un grand malade, c'est pas Thomasin et c'est Ferreri, c'est un vrai mec de gauche, un type très bien, un progressiste. Je colle des affiches pour lui depuis 1 mois. » Hervé devint blême. Il venait d'agresser son propre champion. Mais le pire était à venir. « Hervé !» cria Maëva en accourant. « Ferreri est super malade. Il est en train de se vider par tous les orifices dans le hall d'entrée. On a dû appeler le SAMU. » Hervé regarda sa main, la main qui avait serré celle de Ferreri. « Mais ça ne vient pas de la maladie, » balbutia-t-il. « Ça vient de toi. Tu dois avoir un malien à l'intérieur. Il faut que tu ailles te faire analyser. S'il meurt, moi je meurs aussi. » Hervé, persuadé d'être une arme bactériologique ambulante, passa le reste de la journée à se laver les mains compulsivement, se voyant déjà en une des journaux, un syndicaliste assassine l'espoir de la gauche par une poignée de main. Chapitre 10. Le questionnaire et la chasse aux pervers. La paranoïa atteignit son paroxysme lorsqu'un questionnaire anonyme fut découvert près de la photocopieuse. Il s'agissait d'un test de personnalité visiblement destiné aux hommes de l'entreprise. Les questions étaient d'une misogynie crasse. « Votre fantasme le plus torride ?» lisaient Maëva et Jeanne, horrifiées. « Faire l'amour à une femme qui vous aime et la traiter comme une chienne. Bloquer l'ascenseur et vous taper toutes les passagères comme un tigre. Votre premier geste après l'amour, une cigarette, un verre de whisky, une bonne choucroute. » Une chasse à l'homme s'organisa pour démasquer l'auteur de ce torchon. Les soupçons se portèrent rapidement sur Hervé. « La choucroute !» s'exclama Maëva. « Il en a repris 2 fois ce midi à la cantine. C'est lui. » Hervé, déjà au fond du gouffre après l'affaire Ferreri, se vit accusé d'être un pervers obsédé. Il tenta de se défendre, mais chaque dénégation semblait l'enfoncer davantage. « Mais non, ce n'est pas moi. Je suis pour l'égalité homme-femme. J'ai signé la pétition pour la parité au comité de direction. » La vérité ne fut révélée que bien plus tard, lorsque Sylvain avoua timidement qu'il était l'auteur du questionnaire. « C'était une expérience sociologique, » expliqua-t-il. « Je voulais tester les stéréotypes de la masculinité hégémonique en milieu professionnel. Les réponses sont très instructives. Personne ne comprit un trait de mot de ce qu'il racontait, mais Hervé était innocenté. Il célébra sa réhabilitation en allant se réfugier aux toilettes pour une crise d'angoisse. Épilogue. L'éternel recommencement. Le vendredi soir, la semaine s'achevait. Jean-Claude, Hervé et Sylvain se retrouvèrent, comme toujours, près de la machine à café. La bombe n'avait pas explosé. Le déjeuner chez Mouflard était digéré mais pas payé. Le candidat avait été viré. Le taciturne s'était réveillé et était reparti en maugréant. La grève avait été un échec solitaire. Le politicien était à l'hôpital, mais ses jours n'étaient pas en danger. Rien n'avait vraiment changé.
Tu sais, Jean-Claude, dit Hervé en regardant le fond de son gobelet. Je pensais à ce que tu disais lundi, sur nos salaires de merde. T'as raison, on est vraiment des esclaves. Le cycle recommençait. La grande roue de la futilité et du mécontentement se remettait à tourner, prête pour une nouvelle semaine. Jean-Claude sourit. C'était ça, la vie à la Cogip. Un éternel recommencement, une comédie sans fin où les acteurs changeaient parfois, mais où la pièce restait désespérément, hilarante, la même. Et au fond, il n'aurait voulu être nulle part ailleurs. C'était son royaume. Un royaume de formica, de café soluble et de bombes au cacao. Et il en était l'un des rois. Un roi fatigué, cynique et endetté peut être, mais un roi quand même.